Le film The Truman Show est probablement un des films les plus visionnaires de tous les temps. Il a anticipé tout le voyeurisme pervers et vain que la télé-réalité allait brasser dans les années suivantes. Mais Truman Show n'est pas tant une télé-réalité qu'un soap. Ce genre de feuilleton quotidien où nous suivons la vie fictionnée de plusieurs personnages. Sauf qu'ici, seul Truman n'est théoriquement pas fictionné. Enfin, l'est-il vraiment pas fictionné? Car comme un soap, le Truman Show est mis en scène. Mise en scène de manière invisible. Quand on débute le film, nous spectateurs, nous ne sommes pas au fait du principe du Truman Show. Un prologue nous aiguille sur le fait que Truman n'est pas un acteur et qu'il est filmé. There's nothing fake about Truman himself. Mais le vrai fonctionnement du show ne nous est pas expliqué. Le film est construit d'une manière où, comme Truman, nous prenons conscience petit à petit de la facticité du monde. Le film démarre en nous montrant une journée entière de Truman, avant de couper au bout de 15 minutes sur un plan de téléspectateurs qui regardent le programme, nous révélant enfin ce que nous venons de regarder, un show télévisé. Et il faudra attendre 1 heure de film pour définitivement passer de l'autre côté de l'écran et faire la découverte de Christophe, le metteur en scène et créateur du show. Et donc de comprendre enfin entièrement le concept du Truman Show. À savoir un homme filmé à son insu depuis sa naissance, entouré de comédiens et vivant dans un immense studio télé. Le tout pour créer un programme regardé par des millions de personnes à travers le monde. Et pourtant, sans rien savoir de tout ça, durant cette première journée où nous découvrons Truman, nous sentons instinctivement une forme de voyeurisme de notre part. Car Truman est filmé d'une manière atypique. Une combinaison de plans nous rappelle en fait des caméras de sécurité, des caméras cachées, et aussi notre propre voyeurisme. Le premier plan sur Truman est celui-ci. Il est filmé à travers un miroir. Méthode de dissimulation classique des caméras cachées, mais aussi de la télé-réalité. Mais surtout, en fait, ce plan rappelle la police, permettant d'observer quelqu'un sans être vu à travers une vie de sans teint. Donc tout de suite, ça déclenche immédiatement un sentiment de voyeurisme. Puis Peter Weir, le réalisateur, va très souvent intégrer dans son montage des plans contenant du vignettage. Le vignettage, c'est cette petite marque noire autour de l'image. Ces plans avec ce vignettage nous indiquent de manière subliminale qu'ils sont donc issus d'une caméra, et que cette caméra observe Truman. Ce vignettage rappelle l'effet de jumelles ou d'une longue vue, donnant donc ce sentiment d'observation. Mais surtout, cette marque noire autour de l'image crée forcément une distance immédiate avec le plan. On prend tout de suite conscience de regarder un plan de caméra, là où normalement il y a une volonté de faire oublier la caméra. Là, ça va nous la rappeler perpétuellement. Ceci a donc pour but de nous remettre perpétuellement à notre place de spectateur. Et quand ce n'est pas du vignettage, on peut même par moments percevoir carrément les bords de l'objet qui cachent la caméra, comme ici. Et tout ceci pourrait donc nous laisser penser que Peter Weir par moments nous propose en fait l'équivalent exact de ce que voient les téléspectateurs du Truman Show. Mais cela n'arrive jamais complètement. Car globalement, toutes les séquences du film comportent énormément de plans qui clairement ne sont pas des plans issus de la retransmission télé. Rien que dans l'ouverture du film, par exemple, on a ce plan large du projecteur qui tombe. Ce plan-là n'est absolument pas un plan que les spectateurs du Truman Show vont voir. Ce sont donc des plans du film, mais non pas des plans du show. Et justement, Peter Weir arrive à faire cohabiter les deux de manière invisible. Il va utiliser les plans qui font partie du show pour nous évoquer la sensation d'observer Truman. Et surtout, crédibiliser le fait que Truman peut être filmé n'importe où et n'importe quand. Grâce notamment à des angles très particuliers. On a souvent l'impression que la caméra est cachée derrière quelque chose, ou qu'elle est au fond d'une machine, ou qu'elle est derrière une vitre, comme ici derrière la radio de l'automobile, ou carrément planquée dans les rétroviseurs. Mais Peter Weir va aussi utiliser beaucoup de plans style GoPro. Ces plans nous donnent l'impression que des personnages, dont d'ailleurs Truman, ont des caméras directement sur eux. Ce qui est par exemple le cas de la femme de Truman, dont l'un des objets permet ce plan, et qui sera d'ailleurs expliqué plus tard dans le film. Mais au-delà des plans, il y a aussi tous ces petits ronds noirs partout dans les décors, qui sont évidemment supposés être des caméras. On en identifie rapidement une sur la poubelle, et d'ailleurs le réalisateur va par cette coupe nous indiquer sans rien dire qu'en effet, c'est une caméra. Le mouvement de la poubelle va coïncider avec le déplacement de la caméra dans ce plan, ce qui nous donne l'impression qu'en fait le plan est filmé par elle. Et c'est d'ailleurs le cas, mais ça on le comprendra plus tard parce que ce plan reviendra plusieurs fois dans le film, notamment à la fin, mais ce coup-ci il y aura une marque autour de l'objectif, insistant sur le fait que c'est donc bien la caméra qui était dans la poubelle qui filme. Ceci nous permet donc de comprendre que certains personnages vont par moments être carrément des caméramans. Donc ce vieux monsieur qui tient la poubelle, en fait il utilise toujours sa poubelle comme une caméra. Mais il y a aussi par exemple ces agents de la centrale nucléaire, qui ont des caméras cachées à l'intérieur de leurs instruments, permettant donc de filmer la capture de Truman. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il n'y a pas une espèce de rigueur absurde dans la justification de ces angles de caméra. Il essaye pas de rendre tout ça ultra cohérent. Donc on va se retrouver avec des plans comme celui-ci, qui laisse suggérer que quelqu'un porte une caméra et suit Truman, et pourtant cette personne n'apparaîtra jamais dans la scène. Encore plus louche, ce plan intervient à un moment où Truman semble avoir disparu de l'image justement.
On a donc l'effet de mise en scène qui est privilégié par rapport à la cohérence. Et ceci permet donc de créer une zone de flou par rapport à ce qu'on regarde. Comme avec cette séquence où Truman, seul sur la plage, se remémore la disparition de son père. Ces plans de Truman sur la plage sont entrecoupés d'un flashback. Un flashback du moment tragique où son père est tombé dans la mer. Ce flashback peut donc sembler être un souvenir de Truman. Mais étrangement, il ressemble beaucoup à ce que le public du show a dû voir au moment de la retransmission télé de cet événement. Les angles utilisés dans ce flashback sont majoritairement des angles trahissant les aspects caméra cachés justement. C'est un flashback absolument pas cinématographique. C'est un flashback qui clairement reprend des plans du show Truman, qui donc n'aurait pas de logique si c'était des simples souvenirs de Truman. Et ceci va finalement être éclairé un peu plus tard, quand le film va nous montrer que le show s'autorise à diffuser des flashbacks. Comme à ce moment où Truman observe le portrait de la femme qui l'obsède, et que nous basculons de l'autre côté de l'écran dans le Truman Bar, avec donc deux serveuses qui regardent la retransmission du show, et la retransmission télé va donc basculer à ce moment-là dans un flashback de la rencontre entre Truman et cette femme. Et d'ailleurs, même durant ce flashback qui est clairement supposé faire partie de la retransmission du show, le film ne tranche jamais clairement pour nous dire si oui, nous sommes pleinement dans le show, ou si nous sommes donc dans le film qui nous montre ce show. Et il va entretenir ce sentiment de cohabitation entre les deux mises en scène par toutes petites touches. Comme ce plan où l'on commence derrière un livre sur une bibliothèque, et qu'une main vient prendre le livre pour justement nous permettre de voir la scène. Ceci semble être totalement une technique de caméra cachée propre au show. Et pourtant, la suite de la séquence utilisera des plans traditionnels qui eux ne semblent pas faire partie du show. Dans la suite de ce flashback, on va aussi par exemple avoir ces plans qui ressemblent fortement à des plans de caméra de surveillance, donnant l'impression que les personnages arrivent presque à échapper aux caméras, pour ensuite, encore une fois, utiliser des plans de cinéma traditionnels, avec un vrai champ contre champ sur les visages. Et cette alternance n'est pas anodin, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est l'émotion qui compte et non pas la véracité du fonctionnement du show. Peter Weir ne se force pas à filmer tout comme un show télé, quand c'est l'émotion qui prime, c'est ce qu'il va privilégier. Et s'il fait tout ça, c'est je pense parce que le film a une structure très particulière. Le concept du show est dévoilé seulement après 1 heure de film. C'est donc uniquement après avoir vu Truman évoluer tout le film et finir par remettre en question cet univers, qu'on a des explications claires sur tout ce qui nous a été présenté uniquement par la mise en scène avant, comme les pubs par exemple. Le Truman Show étant une émission de télé non-stop, il doit forcément intégrer des pubs dedans. Des pubs qui sont donc directement intégrées à la mise en scène du show. Et ça de manière plus ou moins subtile. On a ces deux jumeaux qui sont par exemple chargés tous les matins de plaquer Truman devant ce panneau publicitaire, permettant au début du film d'afficher la publicité pour du poulet, ou à la fin du film d'afficher une publicité pour des maisons. Elles peuvent être aussi un peu plus appuyées, comme cette bière dont Marlon fait la pub discrètement, ou alors totalement appuyées avec par exemple Meryl qui va se transformer en vendeuse du téléachat. Et ce que je trouve fascinant, c'est que la narration a l'idée de nous éveiller progressivement à ces pubs. La première, c'est celle du poulet que l'on ne remarque pas vraiment, puis Meryl intervient pour vendre un économe, ça semble louche mais nous n'y prêtons pas plus d'importance, comme le personnage de Truman. Tout de suite après dans le montage, il y a la pub pour la bière qui vient un tout petit peu accentuer nos soupçons, mais par contre, quand dans un moment de conflit, elle se met à faire la pub pour du chocolat chaud, là nous sommes à présent totalement conscients du show et nous percevons la pub qui nous saute aux yeux, comme pour Truman. L'illusion s'efface au fur et à mesure de la même manière pour nous que pour Truman. Et tout ceci deviendra donc limpide quand nous apprenons que tout ce qui est dans le show est à vendre. Car c'est vraiment ça ce qui est génial dans le film Le Truman Show, c'est qu'il y a deux mises en scène. Il y a la mise en scène du show et la mise en scène du film. Par exemple, tout ce qui implique le fait de retenir Truman sur l'île, c'est de la mise en scène du show. Au début du film, nous assistons à une scène où Truman est incapable de monter sur un bateau car il est tétanisé à cause de cette barque à semi-coulée à côté de lui. Cette barque, c'est de la pure mise en scène à l'intérieur du show. Elle a été placée là exprès pour réussir à provoquer cette réaction chez Truman. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point la mise en scène du show est peu subtile comparée à celle du film. Le show est volontairement grossier. Les personnages du show jouent moins bien que les personnages du film. Truman? Les moments où l'actrice qui joue Meryl est la plus juste, c'est quand elle est hors personnage. Comme ce micro-instant où elle sort de son image figée de femme au foyer parfaite. Là, on est sur le vrai personnage du film. Mais dès qu'elle se retourne avec son grand sourire, on est sur le personnage du show et elle joue mal. Les petits rôles du show sont aussi mauvais. Par exemple, ce vendeur de journaux joue mal. Mais c'est totalement fait exprès. Même les figurants jouent mal. Ils sont tous ultra rigides et tendus, en plus d'être incapables d'improviser une réaction spontanée à un événement inattendu. On est sur de la mauvaise figuration, de la figuration de télé. Même la décoration est par exemple ostentatoire et sans aucune subtilité. Comme cette agence de voyage par exemple où les posters pour dissuader Truman de prendre l'avion sont vraiment abusés. On est sur un niveau de subtilité totalement nul. C'est la subtilité du show. Tous ces défauts sont parfaitement volontaires de la part du film. Parce que le film arrive justement parfaitement à retranscrire cet aspect soap
dont je parlais au début. Le Truman Show, ce n'est pas du cinéma, c'est de la télé. Mais pour le coup, le film Truman Show, en ayant justement conscience de tout ça, en optant pour une narration ludique, où le spectateur, au lieu d'avoir tout l'univers lui être expliqué en introduction de film, va être mis à contribution et va être stimulé par sa compréhension progressive du monde, en ayant réussi à faire passer inconsciemment le principe du voyeurisme télévisuel sans avoir simplement proposé un espèce de décalque d'une retransmission télé, et en ayant intégré les vices et les défauts des programmes télé au sein même de sa narration et de sa mise en scène, Truman Show est un pur film de cinéma. J'ai récemment sorti une vidéo sur la trilogie musicale de John Carney, et si vous ne connaissez pas John Carney, c'est l'occasion justement de le découvrir, cette vidéo vous fera du bien, je vous le promets. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à mettre un commentaire pour enrichir cette vidéo, et à vous abonner avec la cloche pour être sûr de ne pas manquer d'autres vidéos de ce style-là. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!